Merci Gaëtan de te prêter à ce jeu. Ça fait plaisir. Alors je vous présente Gaëtan, Kyoshi Gaëtan, qui est mon professeur de Chorinji Kempo ici à Denham et ça fait 30 ans cette année qu'il y a le centre de Chorinji Kempo Kundalini, le centre Kundalini ici à Denham. Alors j'avais envie qu'on écoute Gaëtan, qui puisse nous dire ce qui permet de garder entre autres la persévérance pour maintenir un espace comme ça pendant 30 ans. Alors ma première question pour toi Gaëtan aujourd'hui, Oui. Kyoshi, c'est comment t'es rentré dans le monde des arts martiaux, puisqu'il t'a poussé à aller vers le Shorinji Kempo Mhm. et à finalement en créer un centre pour une trentaine d'années. Ben, au départ, je vais faire un petit peu mon CV martial. Euh, Ça a commencé à peu près à l'âge de 10 ans. Triper à voir des gens en kimono. Ensuite de ça, vouloir pratiquer. Cet enthousiasme-là était là quand j'étais très très jeune. Alors, j'ai pratiqué plusieurs styles, du judo. Ensuite de ça, vu qu'on était quand même à Abercorn, qui est quand même un endroit éloigné, on n'a pas accès à tous les arts martiaux de façon comme une grande ville. Fait que les écoles arrivaient, ils repartaient, et ainsi de suite. Fait que la première école, bon, ça a été le judo, après ça le taekwondo, puis après ça, bon, l'école a fermé. Fait que là, tu pars un peu à la recherche. Euh, Après ça, il y a une école de Shitoryu qui est ouverte. Fait qu'on est allé faire du Shitoryu. 1 an et demi, 2 ans plus tard, c'était fermé. Là, l'école de Shotokan est arrivée. De l'école Shotokan, bon, j'étais plusieurs années là. Malgré moi, je suis devenu instructeur là, étant à peu près l'âge de 16-17 ans, que commençais à enseigner avec les jeunes. J'étais très, très acolyte avec mon professeur de l'époque. Et puis à un moment donné, lui est parti déménager aux États-Unis. Fait que j'ai fini les sessions de l'école. Fait que je suis devenu encore instructeur, mais là, à des adultes, mais j'avais à peu près juste 17 ans. Par la suite, je suis allé à l'école à Sherbrooke. De là, je suis allé essayer une autre école, mais j'étais plus dans le karaté. Pour moi, le karaté, c'était comme, OK, j'avais fait le tour. Et puis, j'ai commencé à m'entraîner avec des chums qui avaient fait différents styles, tout ça. Puis on regardait dans les livres et j'essayais de comprendre ce qu'on faisait. Parce que souvent dans les écoles, on a dit fais ça, beaucoup d'entraînement, mais la compréhension de ce qu'on fait. Fait que là, je me suis mis à regarder beaucoup, beaucoup de livres face à ça. Ensuite de ça, j'ai 3 de mes copains avec qui je m'entraînais qui sont décédés. Malheureusement, un d'un accident de moto, un autre d'un accident d'auto, puis un autre qui s'est noyé. Ce qui fait que ça m'a donné un break. Et puis, à ce moment-là, j'étais sur un gros projet d'automobile aussi. Si vous en parlez, on en parlera. Fait que j'ai été à peu près un 4-5 ans sans m'entraîner, rien faire. Puis quand le projet automobile a comme été mis un peu de côté, puis que j'étais revenu dans la région, ben là, je recommençais peut-être un peu à vouloir m'entraîner, tout ça. Ma blonde de l'époque, ma copine, à chaque fois qu'il y avait des vidéos, des films d'arts martiaux, j'allais les louer, puis j'étais comme passionné à les regarder. Puis à un moment donné, elle m'a dit, toi, il faut que tu retournes dans une école, là, t'es plus capable, tu tiens plus debout, c'en est drôle de te voir aller. Fait que je pense que c'était là depuis longtemps à l'intérieur de moi. Euh, Retourner dans le karaté, ça m'intéressait pas beaucoup. Puis là, il y a une école justement de Shorinji Kempo qui est arrivée dans la région. J'ai été un mois de temps à aller voir l'école, voir comment ça fonctionnait, c'était quoi le style. Euh, et puis là, ben, quand j'ai parlé au professeur après un mois, parce que je disais toujours, ben, j'observe, je regarde ce que tu fais. J'ai pas envie de recommencer du karaté, je regarde d'autres choses. Et puis là, quand il m'a commencé à expliquer sur Shorinji Kempo, qu'est-ce que c'était, j'ai trouvé ça intéressant. Là, je me suis mis à refouiller dans mes vieux livres, mes vieilles affaires. Et fait cocasse, j'avais un livre de Shorinji Kempo que j'avais acheté quand j'étais jeune. Fait que là, j'avais comme resté. OK. Est-ce que c'est une prédestinée ou on ne le sait pas? Et puis, mon professeur, il expliquait beaucoup au niveau des applications, des angles de tir, les théories, les mises en pratique. Alors, j'ai vraiment aimé ça. Mais plus je continuais dans le Shorinji Kempo, euh, je trouvais que c'était un style qui était polyvalent, qui touche à tout.
Tu sais, contrairement au karaté, qu'on va dire coup de pied, coup de poing, bloc, ça, c'est vraiment des clés de bras, des projections, des virements de membres, tout le côté aussi, on va dire, énergétique d'acupuncture, l'étude du corps humain. Fait que tu as trouvé un livre de Chorinji Kempo C'est ça. et tu t'es demandé si... Si c'était comme une prédestinée à un moment donné, tu te disais que pourquoi je suis tombé avec ce livre-là, qui est quand même un livre qui n'est pas populaire. Et puis, de fil en aiguille, j'étais avec mon professeur, puis mon professeur expliquait bien les théories, les pratiques, tout ça, les mises en application, les angles de tir, tout ça. Ce qui fait que moi, je ne suis pas vendu à il y a un style meilleur qu'un autre, il y a ce qu'on aime pratiquer. Ouais. Puis ce que j'ai aimé du Shorinji Kempo, c'est qu'il touchait à tout. Ça veut dire qu'il n'est pas enligné juste à on fait des projections, comme en judo ou taekwondo, que c'est 90% des coups de pied, qu'en karaté, c'est de la force de frappe. Ça touchait à tout. Fait qu'on touche autant aux projections, aux virements de membres, aux clés de bras, le côté énergétique, l'acupuncture, les pieds, les points de pression, l'énergie qui circule dans le corps, les articulations, tout ça. Ce qui fait que ça rouvre l'éventail. T'as quel âge à ce moment-là? T'as quel âge quand tu plonges dans... Dans le Shorinji Kempo, à peu près 27, 28 ans, que je suis vraiment là, tombé dedans. Et puis, après, quand j'ai passé ma noire, tout ça, le professeur qui donnait les cours à Cowansville, lui, se retirait parce qu'il partait une business. Puis là, il n'y avait plus le temps à mettre là-dedans. Fait que là, mon instructeur, qu'on appelait l'instructeur-chef, m'a demandé de reprendre l'école à Cowansville. Fait qu'encore une fois, je suis devenu instructeur malgré moi. Ça te guidait vers là. C'est ça. C'est comme si tu sais, des fois, on dit notre chemin est tracé dans la vie. Ouais. Ben, je pense qu'en quelque part, le chemin était tracé pour que je m'en aille là. Par la suite, on était rendu avec 7 écoles de Shorinji Kempo dans la région. Quand même. Oui, puis là, malheureusement, mon professeur est parti un peu sur, on va dire, un bad trip. Puis là, les écoles fermaient une en arrière de l'autre. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai dit, bon, les conditions que tu veux faire, tout ça, moi, j'embarque pas là. Fait que je me suis retiré. Et puis, un mois après, mon école était fermée. Et puis, c'est mes élèves qui sont venus me voir. Puis, ils ont dit, ben, si tu veux repartir, on repart avec toi. Fait que j'ai décidé de rembarquer, de repartir. Et aujourd'hui, ça fait 30 ans. Wow! Mais je pense qu'en tout, qu'est-ce qui fait? C'est la passion. Je pense que c'est la passion qui définit à peu près le pourquoi aussi longtemps, autant d'années, puis encore combien d'années à venir, je ne sais pas. Puis des fois, ben, comme n'importe quel métier, on vient comme... Ouais, c'est est-ce ça, que je justement. voudrais faire d'autres Va choses? pas trop vite, j'ai des questions qui Oui. vont. Il y a des moments où c'est comme n'importe quel travail, on s'ennuie, c'est la routine, mais la passion t'a permis quand même de rester pendant 30 ans à diriger le centre. Oui. Bien, en fait, c'est ça, comme n'importe quel métier. À un moment donné, on se dit, bon, j'ai-tu envie de faire d'autres choses? Y a-t-il d'autres choses que je ferais? Parce que l'école, il y a la passion d'enseigner, il y a la passion des arts martiaux, mais il reste aussi qu'il faut gérer une business. Ouais. Fait que là, c'est de trouver l'équilibre entre ta passion et je dois gérer une business. Ouais. T'sais? Puis, si on est trop passionné, ben la business, ça se tient pas. Puis si on est trop business... Pourquoi la ben, business ne se tient pas si on est trop passionné, à ton avis? il faut trouver l'équilibre là-dedans. Parce que si on est trop passionné, on donne beaucoup. Parce qu'on veut. Et puis, les gens veulent peut-être pas autant que nous autres, des fois. Ouais, j'ai remarqué. À la longue, j'ai réalisé que chaque personne, puis que ce soit dans mon école ou dans une autre école ou dans n'importe quelle activité, les gens choisissent une activité. Ils vont le faire par un certain temps X. Et puis, comme moi, j'ai fait du karaté ou du judo ou du taekwondo ou peu importe, puis à un moment donné, c'est comme, OK, non, j'ai fait le tour de ça. Fait que la passion des gens n'est pas nécessairement la tienne, Ouais. mais tu voudrais donc que les gens ouais. soient autant passionnés que toi. Que ta flamme allume d'autres flammes. C'est exactement ça. Fait que j'en ai quand même qui sont avec moi depuis 25 ans, 26 ans, 27 ans. Fait qu'ils sont encore là. Fait que ce qui est intéressant aussi, il y a des gens qui sont beaucoup de passage.
Il y en a qui vont partir, ils vont venir essayer, ils ne passeront jamais un grade. Quand on parle de grade, on parle de ceinture ou de ceinture noire. Il y en a beaucoup qui, bon, eux autres, leur objectif, c'est la ceinture noire, puis le lendemain qu'ils ont passé leur ceinture, tu ne les vois plus. Ils sont juste contents de dire qu'ils sont ceinture noire comme s'ils sauraient tout, alors que c'est le début. Ouais, c'est ça qui est assez le fun dans ce que tu as dit dans les dernières semaines. Moi, je suis en train de faire le processus pour passer à la ceinture marron. Et la sensation aussi qu'on a d'évoluer, parce qu'on parle d'arts martiaux, mais dans la vie en général aussi, ça ressemble à ça. Tu sais, quand on est père, on a l'impression, ça y est, je suis devenu père. Non, ça commence. Non, ça commence. Ça commence. Ah, ça y est, j'ai plus d'enfants. Non, c'est une autre étape qui commence. Fait que les gens qui regardent cette vidéo, c'est des gens qui ont parti leur business d'hypnologue, d'ostéothérapeute, ou qui sont accompagnants d'une manière ou d'une autre, et qui sont passionnés par quelque chose, et qui veulent le créer, et qui ont l'impression qu'avec un diplôme, et parfois ils le rangent dans le tiroir, puis ils continuent leur métier. Mais non, c'est là que ça commence. Puis quand tu as dit ça par rapport à la ceinture noire la dernière fois, j'ai fait, bah oui, c'est vrai, je me sens pas apte, là, bientôt avec une ceinture marron, à savoir de quoi je parle, si je parle de Chorin Kempo. Et dans un an, avec une ceinture noire, je me sentirais pas beaucoup plus apte non plus. En fait, une des images que j'aime faire, c'est de la ceinture blanche, la jaune, la orange, la verte, la bleue, la brune, la noire. Ce que j'aime expliquer, c'est que, puis je vais revenir avec un de mes instructeurs que j'ai adoré, Ted Wong, qui était l'élève de Bruce Lee. Je vais revenir à ça, c'est qu'on compare souvent les arts martiaux à une montagne. Okay? Les ceintures, ça représente un arbre qui pousse avec les couleurs, mais les arts martiaux, c'est aussi une montagne. Puis ce que j'explique, c'est que de la ceinture blanche à la ceinture noire, c'est qu'on fait le trajet pour aller à la montagne tranquillement et expliquer comment grimper une montagne, comment qu'un nœud se fait, comment après quoi qu'on s'agrippe et ainsi de suite. Et là, on arrive à la noire, on est au pied de la montagne. Mm-hmm. Et là, on m'a dit souvent aux gens, ben jusqu'à où on va monter la montagne? Et là, il y en a qui vont avoir le vertige en chemin. Mm-hmm. Et il y en a qui ont le vertige à partir du moment où ils arrivent au pied de la montagne. Ils disent, je vais la monter, la montagne, mais puis ils s'aperçoivent que la montagne a fait peur. Puis c'est assez clair en Chorin Kempo quand même, parce qu'en judo, une fois qu'on est à la noire, il y a des dan, mais c'est pas aussi clair qu'en Chorin Kempo. Là, c'est qu'on rentre dans l'univers de l'énergie, de l'énergétique, du corps humain. Puis on rentre dans la défense par rapport au couteau, au pistolet. Fait qu'il y a encore des étapes qui sont concrètes et claires et qui font en sorte que la ceinture noire, c'est une base. Et que cette base-là, c'est comment je monte la montagne, mais c'est comment je vais réussir à comprendre quelque chose d'encore plus profond que ce que j'ai vu d'une manière plus superficielle. Je vais revenir à mon expérience de ceinture noire. Si je prends le moment où j'ai eu ma ceinture noire... C'était il y a combien de temps? Il y a plus de 30 ans. Je me souviens même pas des années 90. Juste pour faire tout le long... Bon, j'ai compétitionné beaucoup ici parce que j'étais un fighter. J'aime compétitionner, j'aime fighter. Tu sais, je disais tantôt, il y a plusieurs branches. Il y a beaucoup les katas. Il y a des gens qui sont très bons en kata. Il y a des gens qui vont être bons en technique autodéfense. Il y en a qui sont bons en combat. Moi, ma force, c'était vraiment le combat. Avec les années, c'est devenu l'autodéfense qui est devenu ma force. Et les cassages, j'ai donné des records de casse, tout ça. Mais si je m'en vais sur le côté compétition. Quand tu compétitionnes avec des gens de ceinture de couleur, tu es à peu près toujours au même calibre. Et la journée que tu arrives à ta ceinture noire, et là, tu compétitionnes avec des ceintures noires, là, la game a complètement changé. Là, tu t'aperçois que toi, ta ceinture noire, qui est toute belle, toute fraîche, qui sort de sa boîte, qui compétitionne contre le gars que lui, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il est ceinture noire, là, tu t'aperçois que tu as tout à apprendre. Que tout ce que tu as appris, c'est que de la base. Là, tu te dis, il faut que je mette tout en pratique. Et puis pour faire un parallèle avec nous, puis ce qui nous intéresse aussi à l'intérieur de ton expérience, c'est qu'une fois qu'on a un diplôme, puis qu'on a appris toutes les notions, puis qu'en effet, on peut transformer la vie des gens avec ce diplôme-là, les gens figent un peu. Oui. Parce que c'est, oui, mais maintenant,
Là, il y a la vie, puis là, je reçois les gens. Oh, il y a l'expérience d'être en compétition, c'est un peu la C'est même la chose. même chose. En judo, je me retrouvais en compétition face à quelqu'un, il avançait, je dis OK, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Il faut que je mette en pratique Oui. quelque chose que j'ai appris dans un cadre bien sécuritaire, bien confortable. Et je me souviens d'avoir dit à mon instructeur, à mon professeur à l'époque, j'ai dit, ben là, c'est pas juste. Moi, ma ceinture noire est toute fraîche, je sors de la boîte, puis je tombe contre un gars qui est 3e, 4e, 5e dan. Fait que là, il me dit, oui, c'est comme ça. Mais oui, mais on devrait diviser ça, les premières dan ensemble, les deux. Il dit, non, t'es ceinture noire, tu l'es ou tu l'es pas. Ah ouais. Hein? Alors, c'est là que tu commences ton expérience en tant que ceinture noire. Tu sais, c'est comme, tu pourrais prendre n'importe quel parallèle, comme ton métier, tu dis, bon, OK, bon, je suis massothérapeute, moi aussi de formation dans les méthodes japonaises, qui les arts martiaux m'ont amené là. OK, tu fais ton cours, mais après ça, il faut que tu reçoives tes premiers clients. Puis là, c'est comment tu gères ton client, puis tu as ton professeur qui est en arrière de toi pour te dire comment gérer ton client. J'imagine que ça doit être la même chose même sur le tatami. Absolument. Dans le dojo, il y a des gens qui arrivent, puis je vois même parfois dans la dynamique, et je me dis que tu devais peut-être pas gérer ça comme ça il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Et aujourd'hui, il y a un certain relâchement, mais c'est toute une stature aussi de... Bah, tiens, on se ressent par rapport à ça, mais 30 ans d'avoir un dojo, c'est quoi qui fait justement à travers toute la clientèle qui traverse, oui, toi, j'imagine pourtant, c'est quoi qui fait que tu te dis, là, c'est 5 minutes avant le début du cours, tu mets ton gi et tu te dis, j'y retourne. Tu vas parler des mêmes affaires pour la millionième fois, tu vas montrer la même technique, mais tu vas être autant passionné, autant intéressé, puis tu vas le montrer avec autant d'intérêt, ce qui fait que moi je continue de venir et que d'autres continuent de venir. C'est quoi à l'intérieur de toi qui est une évidence et qui dit c'est ça que je vais faire? Et peut-être des fois ça peut être une évidence. Je vais revenir à la passion. Mais pour répondre à notre question, mon cours que je donnais il y a 30 ans versus aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. J'imagine. Parce que aussi les arts martiaux ont évolué beaucoup. C'était beaucoup plus rough à l'époque. À l'époque, je dirais avoir une ceinture noire, fallait que tu sois un tough. Aujourd'hui, il faut que tu sois un technicien. L'apprentissage a changé beaucoup. Il y a beaucoup des gens aussi qui viennent que pour le loisir, de dire je fais une activité puis qui va me donner confiance et tout ça. Fait qu'il faut cibler aussi qu'est-ce que les gens viennent chercher. Comme on dit à un moment donné, dans n'importe quel commerce, bien, les gens viennent chercher un bonbon. Mais le bonbon est à différentes saveurs. Fait que quand les gens rentrent dans ton commerce, comme n'importe quel commerce, tu veux offrir quelque chose à ton client. C'est un peu la base commerciale qui n'est pas toujours évidente. Tu ne pourras pas prendre tous tes élèves, dire on s'en va, tout le monde en compétition, on devient tous des champions du monde. Non. Il faut enseigner de façon générale. Et des champions, oui, j'en ai formé, mais je les prenais à part. Parce qu'eux autres, ils disent, ben moi, je veux pousser plus loin. OK, ben si je te prends puis je te pousse plus loin, ben j'ai eu des champions canadiens, des champions internationaux, tout ça, au travers de l'école qui ont passé ici. Mais là, il faut que tu les prennes eux autres et les amener plus loin. Fait que tu donnes ton cours de façon générale, puis après ça, OK, viens-t'en, on va s'amuser entre nous autres. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que quand les gens arrivent à l'intérieur de la pratique, ils viennent pas nécessairement pour vivre ton rêve. Non. Ils viennent pour se rencontrer eux-mêmes dans ce qu'ils aiment eux et que tu dois t'adapter à ça. Oui, puis les arts martiaux, contrairement à beaucoup de gens, voient que c'est souvent la violence, c'est loin de ça. Parce que les arts martiaux, bon, ça recule quand même des moines Shaolin, et on parle de moines ici, là. Fait que oui, il y a eu les guerriers, il y a eu toutes ces époques-là, on s'en cache pas, il y a eu toute cette expérience-là. Mais les arts martiaux, c'est un principe d'évolution en 7 paliers. Et le premier palier, c'est l'autodéfense pour t'amener à la confiance. Mais après ça, il y a tous les autres paliers qui doivent être franchis. Et c'est ça aussi qui doit être enseigné beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque des guerriers. À l'époque des guerriers, on t'enseignait la survie. Puis c'était cette partie-là qui prenait beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, cette partie-là, on la retrouve en compétition ou dans les MMA ou dans des choses comme ça. Ça, c'est la partie guerrier, c'est la partie combat. Mais si on regarde les arts martiaux dans son intégrité, les arts martiaux, c'est le combat de la vie. Et c'est chacun notre combat. Fait qu'on a tous nos combats de vie, peu importe. Donc, quand les gens arrivent ici,
ben, j'essaye beaucoup plus de cibler qu'est-ce qui est son combat de la vie à cette personne-là versus telle autre personne. Qu'est-ce que la personne vient chercher? Si je recule il y a 30 ans, c'était ma passion de combattre, d'être en forme, de performer et tout ça. Ce qui m'a amené aussi dans la quarantaine à avoir mal partout, à un point où je descendais les escaliers en me tenant vraie rampe parce que j'avais mal des genoux, mal des hanches, mal Fait que partout. si on regarde chacune des personnes qui viennent en ce moment dans le dojo, tu serais capable de nous dire, on va pas le faire évidemment parce qu'on leur laisse leur vie privée, mais tu serais capable, toi, de nous dire, cette personne, j'ai l'impression, ou je le sais, elle vient chercher ça. Ou elle a tel combat de la vie à mener. Oui, oui. Fait que tu t'interviens avec chaque personne, même si c'est un groupe dans le cours, individuellement par rapport au combat qu'elle a à mener. Oui, oui, je suis capable de voir dans les grandes lignes. Là, je suis pas, mais dans les grandes lignes, OK, telle personne a besoin de ça, telle personne a besoin de ça. Je vais même aller plus loin. J'ai des gens que j'ai invités à venir s'entraîner, de dire, toi, tu devrais faire des arts martiaux. Pourquoi? J'aime pas ça. Non, non. Viens. Parce que je sens que les arts martiaux pourraient faire beaucoup pour toi. Et j'ai des élèves qui sont ici pour ça. Parce que je suis allé les chercher, parce que je les ai rencontrés dans des parties, dans des connaissances, tout ça. Puis je voyais comment leur vie se passait. Puis OK, toi, tu as besoin de confiance, toi, tu as besoin de te défouler, toi, tu as besoin de ci, toi, tu as besoin de t'étirer, toi, tu as besoin de ça. Et j'essaie de les attirer en disant, ben viens combler ton besoin. Puis là, ben souvent, j'entends le commentaire, ben ouais, mais moi, je veux pas me battre, je veux pas faire ça. Ben, qui c'est qui parle de se battre? C'est ton combat. Qu'est-ce que tu vis, toi? T'sais, et viens chercher qu'est-ce que toi, tu as besoin. Fait que c'est très intéressant. Fait que ça garde aussi ton intellectuel actif. Et à travers tout ça, c'est quoi qui fait que 30 ans plus tard, tu es toujours en train de faire ce que tu fais? Ben, je pense que ça évolue aussi. Comme je disais, ma façon Ouais, d'enseigner tu fais il y a plus la 30 même ans, chose. de façon différente. Puis, si je m'en vais, mettons, d'un palier d'arts martiaux, j'ai parlé du premier palier qui est l'autodéfense, la confiance. Le deuxième palier, c'est la famille. On crée une famille. Et cette famille-là, ben, c'est comme des parties, c'est comme des réunions familiales. Tu sais, à un moment donné, c'est des gens, on dit famille, c'est pas nécessairement des familles des sangs, mais des familles de passion où des gens ont envie de partager quelque chose. Fait que dans l'école, il y a aussi cette ambiance-là qui est amicale. Fait que les gens travaillent ensemble, même si un tel, moi j'aime moins travailler avec lui, ou ça c'est correct, puis arrangez-vous avec vous autres. Moi, tu sais, j'essaie aussi d'amener qu'est-ce qui va amener telle personne à évoluer. Dire, ben va travailler avec lui, tu vas évoluer plus. Toi, tu es rendu là, aujourd'hui, tu as mal dans le dos. C'est correct, va-t'en là, puis tu vas pratiquer plus doucement. Puis d'essayer de s'adapter à tout ça. Mais il y a cette espèce de famille-là aussi qui se crée au travers des arts martiaux. Est-ce que tu prends conscience à un moment donné, à l'intérieur de ces 30 dernières années, de devenir un père de cette famille-là, qui est toujours en mouvement? Moi, je dirais pas un père, mais je dirais plutôt un mentor. Oui, un mentor. Parce que comme tu utilises le mot famille, je me permets d'aller vers le père, mais un mentor, oui, un guide. Est-ce que tu en prends conscience de ça? Oui, bien ça fait partie un peu de ça. J'aurais pas pensé, je me serais rendu, exemple, aujourd'hui à 7e Dan. Pour moi, c'était pas. Les grades n'ont jamais été une importance. Moi, j'aimais ce que je faisais. C'est même de mes élèves qui m'ont convaincu d'aller chercher des grades à un moment donné, parce que moi, je disais des grades, bon, c'est des grades. Moi, je suis ceinture noire, j'enseigne, j'aime ce que je fais, tout ça. Par le biais du fait, oui, tu as une école, mais tes connaissances, tes compétences pourraient faire en sorte que tu pourrais être plus haut gradé que tu es là. Fait qu'au travers des fédérations, ben là, je suis allé chercher les grades. Et au départ, ça a été une équivalence, ce qui fait que j'ai monté plus vite. Et après ça, bon, ben, les grades se sont échelonnés. Et puis après ça, ben, dans le programme, tu dis, ben, j'ai ça à apprendre, j'ai ça à apprendre, j'ai ça à apprendre. Fait que j'ai une idée aussi de dire, bon, ben, OK, le prochain grade que je dois aller chercher, il faut que je sois capable de faire ça. Fait qu'il y a un défi personnel qui embarque avec moi aussi, personnellement. De dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Là, mon prochain défi, c'est d'aller chercher ça. Fait que tu as ton évolution aussi à l'intérieur de l'évolution des autres. Et est-ce que tu vois des fois des parallèles avec les gens que tu guides qui traversent quelque chose et toi, comme dans cette espèce de loupe de la vie infinie, tu dis tiens c'est drôle, je vis la même chose. C'est ceinture jaune, ceinture orange, mais c'est drôle, j'ai le même défi en ce moment.
Oui, parce que c'est une évolution. Puis, si je reprends mon exemple de la montagne, bien, quand tu montes la montagne, puis tu vois que quelqu'un, il veut la grimper, bien, des fois, c'est de tendre la main, Mhm. puis d'aider à la personne à grimper. Fait que tu peux tendre la main, comme je disais tantôt, d'aller chercher des clients, on va dire ça comme ça, parce que tu sens que ça pourrait les aider. C'est de tendre la main et de dire, ben regarde, si ça tente de monter la montagne, ben ma main est là, Mhm. prends-la, puis je vais t'aider. Mais je ne monterai pas la montagne pour toi. Je vais t'aider à monter, je peux te guider à dire, mets ton pied là, parce que moi, j'ai fait le chemin. Je l'ai fait, ce chemin-là. Mhm. Fait que devenir guide, de dire je vais faire aider les gens à cheminer et à monter la montagne. Euh, puis là, je vais parler de la montagne, puis même je vais dire qu'est-ce que Ted Wong, qui était l'élève de Bruce Lee, disait à un moment donné. Euh, les arts martiaux, le but, c'est de monter une montagne. Et on peut la monter de différents angles. On peut la monter la droite, on peut la monter en contournant, mais la montagne n'est pas pareille sur tous les sens. Mhm. Fait que peu importe les styles, les gens viennent chercher quelque chose. Mhm. Lui qui était rendu grand maître instructeur à l'âge de 72 ans, puis qui pratiquait encore et on sentait encore sa passion, disait, peu importe de quel côté quelqu'un a monté la montagne, quand tu es en haut de la montagne et quelqu'un arrive en haut de la montagne, tu es toujours content de le féliciter. Parce Ouais. que pas tout le monde qui a monté la Ouais, montagne. ouais, ouais, ouais. Hein? Fait que c'est un petit peu sa perception. Puis rencontrer ces maîtres-là aussi qui partagent leur passion t'amène à nourrir ta passion Mhm. aussi. Parce que même si aujourd'hui je suis septième dan puis que mon centre a 30 ans, je suis encore des formations. Mhm. OK? J'ai des gens Il y qui a sont combien de encore Dan au-dessus en de moi. tout? 10. Ah ouais, hein? Il y a 10 dan. Puis chacune a un certain nombre d'années entre chaque pour Un pouvoir minimum mûrir. Ouais. d'années. Il y a des choses à respecter dans tout ça. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à maîtriser. Il y a des âges prérequis aussi. Hmm. OK? On ne devient pas grand maître instructeur à 25 ans. On va dire qu'il faut que tu aies minimum tant d'années d'expérience avant d'avoir Ouais, tel ouais, titre. ouais, ouais. Hein? Parce qu'on a les grades en Dan, mais on a aussi les titres. Euh, les titres, mettons, si je prends les titres, bon, on a le Kenji qui est l'élève. Le Senpai, c'est celui qui est assistant, qui veut s'impliquer. Ensuite, on a le Sensei, Sensei qui veut dire instructeur, mais qui enseigne de façon générale. Après ça, quand on a quatrième dan et plus, Renshi, qui on va dire, bon, expérience d'enseignement. C'est pas nécessairement quelqu'un qui est quatrième dan, c'est quelqu'un qui est capable d'amener son savoir à quelqu'un d'autre, Mhm. va avoir un titre de Renshi, qui veut dire expert instructeur ou gentleman instructor en anglais, ou polished instructor. Après ça, tu as Shian, qui est minimum sixième dan, qui veut dire maître instructeur, Hmm. donc tu maîtrises ton art. Après ça, ben, comme moi j'ai eu le titre de Kyoshi à septième dan, Kyoshi qui veut dire grand maître, ça veut dire que tu es comme à la tête d'une organisation. Mais au-delà du fait que je suis Kyoshi grand maître septième dan, moi je vais encore suivre des cours avec des huitièmes, des neuvièmes et des Ah ouais. dixièmes dan. Parce que je sens que j'ai encore à apprendre. Mhm. Fait Hein? qu'on est toujours dans un processus, puis on se retrouvera toujours face à des défis qui vont Tout nous le faire temps. grandir, qui vont nous faire évoluer, ce qui conserve, ou si je comprends bien ce que tu dis aussi, la passion, Oui, puis l'évolution, puis ce qui t'a permis, pendant 30 ans, de ne pas vivre la même chose, mais de toujours évoluer à l'intérieur, et qui fait que toujours ce dojo est évoluer. toujours... Puis le commentaire que je reçois souvent, ah, quand tu fais ça, ça a l'air facile. Mhm. Ah, toi, tu le prends, le gars, puis ça a l'air facile. Oui, mais après X nombre d'années, oui, ça va être J'imagine. facile, mais Après tu 40 ans. commences. Si tu commences, tu sais pas où mettre tes mains, tu sais pas où placer tes pieds, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a un apprentissage dans tout le corps. Vous savez, c'est l'esprit et le corps ne font qu'un, mais ça prend des années avant d'arriver à ça. Tu Absolument sais, que d'accord ce soit avec dans toi. n'importe quel sport. Ça m'intéressait aussi beaucoup, mais on est à Denham, sur le bord de Cowansville. Oui. C'est quoi pour toi ta perception du rôle que tu joues? Alors tu joues le rôle d'un mentor à l'intérieur de la famille de Shoreji Kempo, mais au-delà, si on regarde d'un peu plus loin, le rôle que tu joues dans la communauté de la région ici, c'est quoi pour toi ce rôle-là? Le rôle, c'est d'amener aussi, au-delà des gens qui aient confiance, ça on le voit beaucoup chez les jeunes. Les parents m'en parlent beaucoup. Euh, Autant les enfants qui ont de la difficulté dans l'apprentissage, de faire un oral devant la classe et tout ça. Après quelques années, des fois très peu,
les parents voient déjà une différence chez leurs enfants. Depuis 30 ans, puis je rencontre aussi des élèves qui ont passé ici, qui me parlent, eux autres, de dire « Ah, un jour, tu as dit telle chose et ça a changé ma vie. Ça devient nourrissant. Ça nous nourrit de dire « ben j'ai contribué à quelque chose. Parce qu'en tant qu'individu, il faut contribuer à la société. Là, je ne parle pas juste en payant des taxes et des impôts, mais d'amener quelque chose, que notre exemple serve à quelque chose. T'sais? Fait que ça aussi, ça vient nous nourrir. Fait que ça nourrit notre passion, parce que notre passion, il faut aller la chercher en quelque part. Il y a une forme de nourriture qui est là. Et on retrouve cette nourriture en contribuant, en observant la contribution qu'on a amenée. C'est ce que tu dis. Ben c'est comme si, si tu amènes quelqu'un à grandir. Tu sais, tu parlais, bon, le père. Le père est fier de son enfant. Si son enfant a grandi puis qu'il est capable de faire quelque chose aujourd'hui, c'est la fierté d'un père de dire, ben mon gars, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, peu importe qu'est-ce qu'il a fait. Il y a l'amour qui est toujours là, puis la fierté, c'est de reconnaître qu'il y a eu une évolution, il y a des étapes qui ont été franchies, qu'importe le temps ou l'énergie qu'on y a mis, elles ont été franchies. Oui, puis même je parlais tantôt que j'ai amené des gens en compétition. La journée où les élèves vont gagner des compétitions, qui ressemblent avec un trophée ou une médaille, ben tu as une partie du trophée de la médaille qui te revient. Même si la médaille, c'est eux autres qui l'ont, toi, tu as la fierté de dire, ben je l'ai amené là. Oui, je comprends. Puis ces gens-là qui ont vécu cette expérience-là, ben ça va peut-être les faire grandir dans quelque chose. Ça peut être banal des fois de... Je te donne un exemple qu'un élève m'avait dit il y a X années plus tard que quand il avait peut-être, je sais pas, 12-15 ans qu'il était ici, puis pour des raisons X, il ne pouvait plus venir à un moment donné, puis je l'ai croisé en rue, puis il m'a dit « Toi, tu m'as appris à respirer. » Ah ouais, je t'ai appris à respirer, oui. Dans des situations intenses, tu m'as amené à respirer, parce qu'il dit dans des combats qu'on faisait dans le dojo, j'avais de la difficulté à respirer, puis tu me disais « Respire, respire, tu vas voir plus clair dans ce qui se passe. » Puis dans une situation où il est arrivé quelque chose dans sa vie, puis il me dit « Ben, j'ai juste pris du recul. » Puis c'est comme j'entends ta voix qui dit « Respire, tu vas avoir une vue d'ensemble. » Fait que tu changes la vie des gens, en quelque part. Fait que il y a cette fierté-là. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi? Tu dis le mot fierté, mais qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi? Parce qu'il y a tout un chemin qui s'est créé dans lequel tu as décidé de continuer. Parce que même si ta vie semblait un petit peu bien guidée, bien guidée pour t'admettre. Avec ses obstacles aussi, parce qu'il y a quand même eu des obstacles. Tu as choisi à travers les obstacles de continuer, de persévérer. Et aujourd'hui, ce que tu dis, c'est que en contribuant, il y a ces gens qui font ces retours-là. Ça crée quoi dans ton corps? Dans des sensations? C'est ce qu'on appelle la tape dans le dos. C'est la petite tape dans le dos qui dit, ben écoute, tu as fait quelque chose de bien pour des gens, puis que ça leur a servi, puis ça vient t'encourager à continuer. Est-ce que tu aurais imaginé que ça, tu as 15 ans, 20 ans, est-ce que tu aurais imaginé que ça aurait fait partie de ta vie, ça? Non. Du tout? Non. Okay. Je dis non, mais en fait, j'avais un rêve quand tu es jeune. Tu dis, peut-être un jour, j'aurai une école. Mais X années plus tard, ce rêve d'enfant-là était comme perdu, parti. Tu sais, comme tous les enfants rêvaient d'être pompiers ou policiers. Là, tu sais. Le fait que j'aimais ça avoir un kimono sur le dos, puis je portais mon kimono comme un pyjama tout le temps. J'aurais pas pensé... Oui, j'avais ce rêve-là quand j'étais tout petit, mais de dire qu'aujourd'hui, j'aurais eu une école, puis ça fait 30 ans, non. À un moment donné, ce rêve-là était comme un rêve d'enfant, je pense, mais qui est revenu malgré lui. Peut-être que... c'était prédestiné, puis c'est pour ça que je rêvais à ça, qui sait? À voyager dans le temps. À voyager dans le temps, de dire un jour, je vais avoir une école. Quel conseil tu donnerais aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sentent qu'ils ont une passion, mais qui n'osent pas poser les actions, ou qui osent les poser, mais qui se jugent trop fort, pour honorer la persévérance? Qu'est-ce que tu leur donnerais? Qui risquent rien à rien. Simplement. Les gens souvent vont dire « Ah, toi, t'es chanceux. » Puis je l'ai déjà entendu, un moment donné, quelqu'un me dit « Ah, toi, t'es chanceux. »
Tu as un dojo, tu es ceinture noire, mais moi, j'ai où la chance là-dedans? Moi, je vois pas de chance. J'ai travaillé pour. Mhm. Que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit du joueur de hockey au champion de tennis ou, je veux dire, tu veux avoir quelque chose dans la vie, puis je dis pas nécessairement matériel, Ouais, mais ouais. si tu veux avoir quelque chose au sens propre à toi, ben c'est pas en restant assis que ça va se produire. Hey, tu peux t'asseoir pour y penser, y réfléchir, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une mise en action. Hey. Le corps et l'esprit ne doivent faire qu'un. Fait que si ça reste juste dans l'esprit, ben ça va nulle part. Mhm. Fait que, L'incarner à travers le corps. oui, oui, tu intègres qu'est-ce que tu as comme rêve ou comme passion, puis fonce. Mhm. Puis si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, Tant mieux. tu pourrais dire j'ai essayé. Ouais, c'est ça. T'sais, si je fais un parallèle, bon, là, je vais débarquer un petit peu des arts martiaux, mais j'ai été aussi passionné d'automobile. Les voitures sport, de plus les Lamborghini, les Ferrari, les Lotus, ces genres-là, j'en ai fabriqué une. Et puis, quand j'ai voulu me lancer sur le marché automobile, il y a 30 quelques années, mes amis me disaient, ben, t'es fou, vouloir lancer dans l'automobile. Puis, je les ai fait comme réponse, je vais essayer. Si ça ne fonctionne pas, je le saurai, mais jamais je vais me coucher Ouais. sur mon lit de mort en disant ben, Je l'ai pas fait. peut-être que j'aurai des dons dus. Bon, la vie m'a amené à ne pas aller dans le domaine automobile, comme c'est là un petit peu la prédestinée de dire oh, non, toi, c'est les arts martiaux. Ouais. Fait que la vie m'a ramené là, parce que le domaine automobile a plus ou moins fonctionné. Fait que je me suis retourné vers les arts martiaux. Ce qui a amené mon école ici, parce qu'ici, avant, c'était tout un garage où je fabriquais des autos. Et puis, j'ai fait quand même pendant un bout de temps, mais après ça, l'espace est devenu vacant, puis je louais une salle. J'ai décidé de tout amener ça ici, puis de faire le centre Kundalini. Parce qu'en fait, l'école a ouvert officiellement, j'ai ouvert mon école officiellement en 1994. Mais le dojo est arrivé ici en 98 à peu près seulement. J'ai été un 4 ans que je faisais ça comme loisir et mon métier était de modifier puis monter des autos. Fait que le conseil que tu donnerais aux gens, Ne pas lâcher. ouais. Ne Mais pas ne lâcher. pas agir. Ne pas agir est la pire erreur. Ouais. La pire erreur, c'est de ne pas agir. Puis c'est une des grosses erreurs que des gens font, c'est de ne pas aller de l'avant vers quelque chose. D'être dans la peur de Mais dire ouais, Gaëtan, mais si on ça va de marche l'avant, pas. on va tomber. On va faire des erreurs. Qu'est-ce qu'on fait si on tombe, Oui, on mais fait c'est des nos erreurs? erreurs qui nous font grandir. Mhm. Tu sais? Si, je reviens à dire qu'il risque rien n'a rien, mais je veux dire, si tu as une passion, tu as envie de faire quelque chose dans la vie, peu importe qu'est-ce que c'est, fais-le. Fais-le. Tu sais, fais-le, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que si tu le fais pas, la seule personne que tu vas pouvoir blâmer, c'est toi. Puis dire, ah, j'ai pas eu la chance, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Non, si tu te donnes des excuses avant même de, ben, c'est ça. L'important, c'est d'y aller étape par étape. T'sais? Oui, c'est ça. Je me suis pas ouvert une école en disant, bon, ben moi, je suis 10e dan. Non, j'ai ouvert mon école, j'étais ceinture noire. Puis, l'expérience, les grades se sont faits au fur et à mesure. Hey, j'ai pas décidé que, bon, bang, c'est là. Hey, Une étape après l'autre. Une étape après l'autre. Et puis l'école, ben, c'est pas rempli du jour au lendemain non plus. Oui, quand Ah c'est oui, ça, nouveau, j'avais des questions aussi là-dessus. oui, Est-ce que vas-y. tu as toujours eu une clientèle qui s'est renouvelée facilement? Est-ce que financièrement, c'est quelque chose qui a été viable facilement? Non. Non, parce que si je prends financièrement, au départ, ça nécessitait de l'investissement, de tout transformer la place en dojo, qui était un garage. Fait qu'on passe d'un garage à un dojo. Ça nécessite de l'investissement. Quand tu es travailleur autonome, les banques t'oublient un peu ça. Je vais même dire que le dojo, je l'ai financé à partir de mes cartes de crédit, à du 15 20 Ouais.
Fait que j'avais fait des calculs parce que tu es en affaires, donc tu fais des calculs. Puis tu te dis, bon, OK, j'ai l'emplacement. Si je fais rien avec, je fais quoi? Tu sais, là, tu as le calcul mental qui rentre en ligne de compte. J'avais été voir les banques pour réaménager, réinvestir. Les banques m'ont dit non parce que tu changes de métier puis on le sait pas. Fait que OK. Fait que là, tu te dis, bon, ben j'ai X nombre de cartes de crédit. J'ai tout mis l'investissement sur mes cartes de crédit. Mais les intérêts que je payais revenaient meilleur marché que louer une salle puis avoir ici un espace vacant. Fait que c'est des calculs que tu fais. Fait que là, c'est le calcul. Quand tu es parti en affaires, tu savais qu'il y avait de l'investissement, tu n'as pas eu d'aide, tu l'as fait pareil parce qu'à travers les calculs, ta passion réussissait à avoir un espace puis tu réussissais à donner ce que tu avais envie de donner. Oui. Ça a pris combien de temps pour que financièrement ça fasse comme « Ah, OK ». De 94 où j'ai ouvert, qui était quand même au loisir au départ. Au départ, je faisais ça juste comme un loisir. C'est quand j'ai décidé d'amener ça ici, que c'est devenu de façon professionnelle. Parce que là, tu donnes combien de cours par semaine? J'ai donné à peu près entre 15 et 20 cours par semaine. C'est ça, des fois. fait que c'est... Ouais, mais ça n'a pas été au début. Ouais. Ça a été Grave, tranquillement. c'est ça. Ouais. Quand j'ai amené l'école ici en 98 à peu près, si je me souviens, ça a pris quand même une couple d'années avant de rentabiliser. Un, il y avait quand même une hypothèque à payer. Deux, le remboursement des cartes de crédit. À un moment donné, bon, on a rapatrié tout ça. Fait que je peux pas dire que financièrement, ça a été facile. Et c'est là que je disais tantôt, le côté homme d'affaires versus ta passion. Il n'est pas toujours évident. Tu l'as fait pareil. Oui, parce que la passion est là. Si j'aurais été juste sur le côté monétaire, puis comme je l'ai déjà dit à mes élèves, si j'aurais voulu faire de l'argent, j'aurais pas ouvert une école de martiaux. J'aurais fait d'autres choses. Okay? Avec la passion soutient, c'est parce qu'aujourd'hui, on a des gens, tu sais, les informations circulent vite, puis il y a des gens qui ont 18 ans et deviennent millionnaires, 20 ans millionnaires, puis les gens veulent tout de suite. Puis là, j'ai des élèves à qui j'ai remis des diplômes qui me rappellent 2-3 mois plus tard, qui me disent « Mais j'ai pas de clients ». Je leur dis « Mais ça fait 10 ans que je fais mon métier ». Puis j'ai encore des moments où je fais oh, « Qu'est-ce qui se passe ?» Là, je vais changer un mot. Ouais. Qu'est-ce que la richesse? Ouais. Moi, je peux dire faire ce que j'aime, puis que j'ai fait ce que j'aime à peu près 80% de ma vie. Faire ce que j'aime m'a amené à comprendre qu'est-ce que la richesse. Est-ce que c'est d'avoir beaucoup d'argent dans ton portefeuille ou faire ce que tu aimes? Parce qu'il y a des gens qui peuvent être millionnaires, mais ils sont pauvres. Je m'excuse, mais j'en ai comme client. Ils sont pauvres. J'en ai. Parce qu'ils sont à la recherche. Ils ont de l'argent à ne pas savoir quoi faire, mais ils cherchent quoi faire de leur vie. Alors que moi, j'ai quelque chose à faire de ma vie et l'argent rentre pour payer ce que j'ai à payer. Donc, c'est une forme de richesse. Oui, je suis d'accord. Mais les gens voient beaucoup l'argent comme étant le summum du bonheur. Oui, mais ils se rendront bien compte un jour que c'est pas vrai. Bien, je disais tantôt, j'ai travaillé dans le domaine automobile, j'en ai rencontré des millionnaires. Et j'ai eu des discussions avec eux autres, puis ils disaient, l'argent n'est pas le bonheur, l'argent est un moyen de transaction. Ça te permet de transiger plus de choses, mais le vrai bonheur, c'est pas l'argent. C'est comment t'es en dedans. Et ça, c'est la richesse. La vraie richesse. Merci Gaëtan. Parce que si un jour je meurs, ben qu'est-ce que je vais amener avec moi? Les millions que je vais avoir gagnés, si je gagne des millions un jour, je ne suis pas rendu là à date, ou le bienfait que j'ai fait. C'est ce que je vais apporter avec moi, je pense. Qu'est-ce que j'aurais planté dans mon jardin, qui ne sera plus mon jardin bientôt. C'est ça. Tu sais, il faut changer le contexte du mot richesse. Oui, je suis d'accord avec toi. Merci Gaëtan. Fait que moi, j'aurais une dernière question pour toi. Oui. Qu'est-ce que Bruce Bigot il vient chercher dans le Chorijin Kempo, dans le dojo de Gaëtan? Ah mon Dieu, Bruce Bigot a besoin de bouger, il a besoin d'être en forme, il a besoin de se défouler et il a besoin de se surpasser. Merci Gaëtan. Et je vais travailler à ce qu'il se surpasse. Oui, je vais continuer à travailler aussi pour qu'il se surpasse. Et qu'un jour, peut-être, tu vas reprendre l'école. On en parle, peut-être pas à cette école-là, mais on parle de créer dans notre espace de vie, parce qu'on bouge là, il faut qu'on bouge, on vend la maison. Oui. On parle de créer un dojo, c'est sûr, c'est quelque chose qui fait partie du mouvement. C'est écrit dans ton front. Merci Gaëtan, beaucoup. Fait que merci pour tous ces gens-là qui vont regarder ça et j'espère que ça les nourrisse d'une manière ou d'une autre.
Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Yes!